si c'est moi qui introduis la séance. Alors, il y a un micro-conférence qui est ici. Oui. Ah oui, mais effectivement, oui. Donc, Celui-là, c'est pour Zoom, mais pour la salle, c'est celui-là. Parfait. Donc, voilà, oui, parce qu'il y en a. Ça va aller? là, on m'entend? C'est bon? Marqué, c'est peut-être pas la peine. Si, bah si, on est obligé pour le... Appuyez sur le petit bouton qui est là. Voilà. Là, on m'entend bien. Il faut parler plus près. Et il faut, pour l'enregistrement, L'enregistrement, ça pas capte plaisanter ici. avec... Ah, Il n'y ça a se pas fait de là. problème. D'accord. Mais par contre, pour la salle, alors, il n'était pas cassé, il marchait très bien. Mais la salle, peut-être, vous m'entendez de toute façon, non, il me semble. Incliné, On va pas faire beaucoup de... tu parleras un peu plus fort. Donc bon, alors je parle un petit peu fort. Merci à cette invitation, merci à tous les deux, merci à tous d'être là. Je vais introduire un peu et puis poser peut-être des questions, dire ma manière de comprendre et de me questionner moi-même sur le récit, et puis essayer de faire parler surtout vous deux, Krikor et Sonia. Peut-être que je ne sais pas si c'est vraiment la peine, si tout le monde connaît très bien l'œuvre de Krikor ici, ou si je rappelle un peu ce qui se joue dans les récits précédents, y compris dans le... c'est donc une œuvre, hein, je rappelle, de poète d'abord, qui a commencé par un... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le premier topographie d'une ville détruite en 1976, c'est la première publication. Hein. Donc, le titre est intéressant pour ce dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est aussi un peu une forme de topographie d'une ville détruite hein, qui est faite dans ce récit non. Autre titre de recueil, Lieu, en 1983, plus récemment Mantra en 2010. Une œuvre de prosateur, une œuvre de traducteur, une œuvre de critique, avec beaucoup de textes, d'essais, une thèse dont je parlerai tout à l'heure un petit peu. Et puis cette œuvre fictionnelle, en même temps que poétique, hein, ces récits-poèmes, donc tout s'écrit en... Ça va? Il faut que je parle plus dedans, quoi. Qui sont donc écrits dans cette langue arménienne occidentale pour laquelle il a tant travaillé et qui sont traduits tous par Sonia Bekmesian, qui a été son élève ici même. Comme chacun le sait, il y a eu beaucoup de travail accompli ici par Krikor en tant qu'enseignant aussi. Donc le titre français adopté pour la série de ces textes qui relèvent peut-être de ce qu'on pourrait appeler une fiction autobiographique ou des récits poétiques, on en parlera sûrement. C'est Retour de nuit, les 5 premiers volumes font le récit d'une vie collective qui se déroule sur une colline de Beyrouth, lieu d'exil de toute une communauté dans les années 40 aux années 60, et puis ensuite à Paris dans les années 90, mais aussi à d'autres couches temporelles dans ce Paris-là. Et puis, c'est le portrait des gens qui habitent cette colline de Beyrouth, hein, pour l'essentiel des récits qui précèdent. La famille, les voisins, les figures légendaires, les personnages êmes qui deviennent à leur tour des mythes, des figures légendaires, de par l'écriture des poèmes vivants, en quelque sorte, chacun d'eux, des êtres presque sacrés, hein, de par le travail hein, qui s'accomplit à leur sujet. Et tout cela dans une langue qui contient plusieurs langues, plusieurs arméniens, mais aussi des mots turcs, des mots arabes. On viendra là-dessus, des accents, donc des voix qui s'entrelacent et qui font alterner, qui alternent entre ces voix multiples et le jeu du narrateur. Donc le premier 97 Seuil, paru en français en 2011, c'est avant ce jeu narrateur, justement, hein, avec 3 femmes, la grand-mère, Virgine, la sœur, Elmone, et Antika, la grand-mère, une sorte de grand-mère adoptive. Donc, elles sont de la génération des rescapés de la catastrophe, hein, on va dire plutôt que génocide, pour adopter le vocabulaire de Krikor. C'est le monde des veuves, et on y accède par des photos, par des récits, par la voix de la mère en particulier. C'est le seuil d'avant la naissance, d'avant l'histoire individuelle du narrateur. Le deuxième récit, c'est Le Coup, paru en 2017 en France. La communauté, là cette fois-ci, donc le narrateur est un enfant, il est là, la vie va, mais la communauté est bouleversée par un meurtre, un parricide. Et donc, c'est l'énigme à laquelle on accède par des témoignages, par des récits, par de la fiction, là aussi. Et l'événement finit par se hisser lui aussi au rang de mythe.
Tu me corriges bien sûr, Cricor, si je dis des bêtises ou des approximations, hein. Le Cygne, troisième récit paru aussi en français en 2017. Là, c'est vraiment un récit à caractère initiatique qui raconte l'entrée de l'enfant dans le monde des adultes, en pleine mutation adolescente, en pleine révolution sensorielle. Et l'entrée le monde des adultes, monde opaque, monde conflictuel, contradictoire, plein de signes à déchiffrer. Et le travail du mythe se poursuit toujours à l'arrière-plan, celui de l'histoire passée. On a à nouveau un trio féminin qui guide l'adolescent et qui est issu de la génération suivante des trois premières femmes, Arevik, Zevart et Voski, qui sont elles-mêmes des femmes fascinantes, mystérieuses, énigmatiques et séduisantes. Quatrième récit, L'Image, paru en 2020. Alors là, c'est une rupture avec l'entrée au collège, l'adolescent fait ses adieux en quelque sorte au monde de l'enfance, à ses illusions, et il acquiert la conscience d'être désormais le témoin, un dépositaire d'une mémoire qu'il va tenter de pénétrer par l'image, des images de toutes sortes, photos, cinéma, dessins, peintures, mais en faisant l'expérience d'un autre seuil, d'une autre limite, celle de ce à quoi mène l'image, forme de compréhension autour de laquelle on tourne. Et la figure tutélaire, cette fois, est un homme et fait l'objet d'un portrait assez extraordinaire, celui de Seto, un photographe ambulant qui est à la fois ancré dans ce monde et au bord, puisqu'il observe ce monde, et il est un personnage aussi d'intercesseur pour le personnage du narrateur. Ce volume-là a paru avec un long entretien qu'on a eu, Cricor et moi, oralement d'abord, puis par écrit. Et puis donc, cinquième récit, Non, paru donc cette année. Si j'ai bien compris, le nom arménien, c'est le nom au bout de la langue. Sous la langue. Sous, Le nom sous la langue. sous la langue. Parce que j'ai vu dans le premier récit Seuil, on annonce ce récit sous le titre, le nom au bout de la langue, je crois. Oui, Et c'est un motif qui apparaît très fréquemment dans le récit, on y reviendra bien sûr. Donc là, le narrateur, cette fois, est tout à fait adulte. Il est à Paris et non plus à Beyrouth, qu'il a quitté en 1967 pour Cricor. On est en avril 1998, c'est par là qu'on commence, à la Sorbonne, lors d'un colloque sur le génocide arménien. Et on assiste à une communication sur la destruction de la ville de Mouche, la ville et les environs de Mouche, destruction en grande partie par le feu en 1915. Et cette situation réveille plusieurs mémoires à la fois, celle de mai 68, avec une conférence à la Sorbonne qui est interrompue, une activité de journaliste investiguant sur la production pétrolière évidemment liée à la question du feu en 1915, et la relation de l'enfant avec Nano, une vieille femme de Beyrouth qui a survécu à la destruction de Mouche et qui devient la conteuse, l'initiatrice véritablement de l'enfant. Donc là s'entremêlent des temporalités, des lieux différents, et on a une sorte de contrepoint entre deux femmes, la conférencière, on y reviendra, et conférencière qui évoque donc sur un mode universitaire, historien, académique, la destruction de la ville de Mouche, et puis Nano, qui bien sûr raconte autrement, raconte par sa voix, par sa langue, par son corps aussi, et fait comprendre des choses dans la limite, dans la mesure où on peut comprendre. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question, et tout le récit construit un contrepoint entre, au-delà de ces deux personnages, l'histoire et la mémoire, la fameuse paire conflictuelle, histoire et mémoire, à travers pas seulement cet univers féminin de Nano, mais ses amis, ses sœurs, entre guillemets, le monde des commères, les langues des commères, qui sont liées par un monde secret. Il y a ensuite deux autres récits que je ne connais pas, puisqu'ils ne sont pas encore traduits. Et je vais donc, au fond, passer le relais à Cricor pour peut-être évoquer ces deux récits à venir, deux et le renversement, mais aussi et surtout pour dire, et puis Sonia le dira de son point de vue de traductrice, au fond, comment il voit la singularité, l'unicité de ce récit dans l'ensemble de la séquence, et dire un mot de cet ensemble s'il le désire.
Alors, est-ce que... Oh, pour compléter, ce que Catherine a dit, il y a quelques semaines, le volume 11 est paru à Yerevan. J'ai eu un exemplaire en main. Ça s'appelle La danse. Alors, ce qui veut dire qu'après du nom, il y a cinq autres, six autres qui ne sont pas traduits. Et bah, comment parler de soi-même de ces ouvrages? Alors, ce que je voulais... Qu'est-ce qui se passe de singulier ici, de nouveau par rapport à la série antérieure, si tu veux, si tu préfères, bien sûr. c'est-à-dire qu'avec... non, il y a une rupture par rapport à aux quatre premiers, même si c'est la même matrice. C'est-à-dire que c'est les 4-5 récits que j'avais écrits en 1990 et que je laissais en jachère. Enfin, je n'ai pas développé. J'ai repris, je reprenais au fur et à mesure que le sujet non pas m'intéressait, mais disons me parlait. Alors, évidemment, par exemple, la danse, je l'ai écrit même avant Seuil. Évidemment, je l'ai même publié. J'avais pris le risque de publier. Un jour, un ami qui est mort il y a quelques mois me dit, mais pourquoi donc tu ne publies pas ce texte que tu as publié en revue? Alors évidemment, cette remarque a fait un tic et comme j'étais un peu en attente, j'ai dit, tiens, je vais voir si je peux reprendre la chose. Et puis, au fur et à mesure que je lisais, je me disais, bah, tiens, il y a plein de choses que que ce récit pouvait donner lieu à à un texte beaucoup plus long. Alors, les 20 pages sont devenues 450. Ça s'est amplifié. Évidemment, dans le récit, il y a parfois ce que j'appelle les personnages de la chambre triangulaire, c'est-à-dire Antica et d'autres, c'est-à-dire cette communauté triangulaire. Parfois, je appelle ça comme ça. Et puis, il y a, enfin, comme toujours, d'ailleurs, on pourrait peut-être revenir là-dessus. J'aime que le texte développe dans un laps de temps relativement court et l'unité de lieu. Je suis très classique en la matière. Je n'aime pas que le texte se déplace tout le temps, comme ça arrive souvent. J'aime que les choses se passent au même lieu, dans un laps de temps relativement court, et ça me permet de mobiliser le maximum d'énergie dans ça. Donc, c'est la danse, le dernier, c'est un peu. Alors, on a, dans certaines communautés, et il y a la veille du mariage une cérémonie qu'on appelle la cérémonie du henné. Et donc, il y a le mariage qui va avoir lieu dimanche et la nuit qui précède, le soir qui précède, il y a la famille du jeune homme emmène avec elle un vase plein de nez. Et donc, il y a cette cérémonie-là. Alors là, c'est à ce moment-là que ça se passe. Autrement dit, c'est extrêmement court, si vous voulez, c'est quelques heures. Et pendant cette cérémonie, il y a la danseuse du quartier qui va danser. Mais alors attends, parce que moi, je n'avais pas compris qu'il y en avait autant à venir. Il va falloir que Sonia carbure. Hein. C'est pas fini, si je comprends bien, en fait, tu n'auras jamais fini. Non.
Oui. Ça a l'air d'être. Pourquoi les choses devraient finir? Ah, mais ce n'est pas du tout une réclamation, c'est une question. D'accord, j'ai compris la réponse. Donc, Oui, on va continuer. Mais quand même, tu dis, Cricor, que tu aimes la unité de lieu, mais là, ça éclate au fond quand même, hein, justement ça. ah non, non. C'est pas un laps de temps court, enfin en tout cas, il y a plusieurs temporalités, certaines très longues, certaines plus courtes. Et évidemment, les lieux éclatent, comme je disais tout à l'heure. Ah, je ne sais pas si je peux. J'ai oublié le micro. Bah. Hein, Tu- ça tu- va. Voilà, peut-être je décris au fond comment le récit se met en place, hein. Combien l'ont lu déjà? Au fond, j'aimerais bien savoir si je peux. Pas tout le monde, pas tout le monde. Bon, ça va. Voilà, donc ça commence, la baguette de la conférencière à la Sorbonne, colloque de 1998 sur le génocide arménien, on y reviendra tout à l'heure. Quelques pages plus loin, le cours de philo sur la fin de l'histoire, interrompu par l'annonce de la grève générale. Et là, la salle est évacuée dans une certaine confusion, bien sûr, joyeuse pour le coup, euh, dans un escalier en spirale. Et là, il y a une espèce de un premier décalage. Il est dit, il semblait que nous suivions un chemin montagneux, périlleux. Or, ce chemin évidemment montagneux, périlleux, va revenir à propos de mouches et des fuyards, hein, qui vont essayer de se réfugier dans le monde Sassoon. Et ce thème du chemin va réapparaître sous plusieurs formes à la fois. Donc, il y a déjà une espèce de télescopage sans qu'on le sache, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Voilà, il pouvoir suffisait chasser le d'appuyer hurler. sur le bouton. Bon, et puis ensuite, on revient au colloque. Et là, alors là, la charge, mais Tricor, les universitaires, ils les aiment vraiment pas du tout, quoi. Chacun en prend vraiment beaucoup pour son grade, mais c'est surtout le rituel du colloque, à travers le président de séance, tout le cinéma, le théâtre, hein, euh, des colloques universitaires. Et très vite, il décroche, hein, par rapport à ce qui est dit, et ça se transforme en image, hein, justement, d'un rituel, d'un théâtre. Les oreilles se ferment, mais elles s'ouvrent à une autre réalité, une autre musique, de même que le corps s'ouvre à d'autres odeurs, et c'est l'enfance, la vie familiale à Beyrouth, hein, qui apparaît comme ça par vision brève. Et puis on revient à nouveau au colloque. Donc il y a comme ça des temps qui sont multiples, hein, mais qui correspondent, hein, l'un avec l'autre. Il y a une espèce de correspondance verticale, ou je dirais plutôt justement comme l'escalier hélicoïdal, et qui explique que constamment le récit s'arrête. Enfin, il ne s'arrête d'ailleurs pas exactement, mais il y a un décrochage et on passe sur un autre plan. Et ça peut prendre des paragraphes, ça peut prendre des pages, et c'est comme ça que l'ensemble du récit est composé. Donc il y a des moments où on est très bien au clair sur l'endroit où on est, sur qui parle, et il y a des endroits où on est beaucoup moins au clair, où il faut un moment avant d'ajuster son regard, sa compréhension, pour savoir exactement dans quel lieu, à quel moment et qui parle. Euh, donc, il y a quelque chose peut-être, on peut peut-être lire d'ailleurs, on avait prévu de lire un de une ou deux pages de ce premier chapitre. Si vous voulez. Comment? Page 17-18, on avait dit peut-être. On a discuté sur les lectures possibles. Page 17-18. Est-ce que je lis en français? Le dernier paragraphe, celui de 18. De 18, si tu veux, oui, bien sûr, c'est moins. Non. Là, on est dans l'amphithéâtre. Oui, c'est ça. Je lis, puis tu lis en arménien, Sonia, tu veux? Pas moi. Ou L'école, Tricor? s'il veut lire, pas moi. Oui. Les questions. Donc, on est au sommet de la Ça coupole. commence, ça. Alors, page 17 Yes, hein. de l'édition française.
Sonia, Oui. moi je commence là et moi aussi à cet Oui. instant, c'est ça, Oui, hein? je pense, Donc, oui. le C'est Cricor, pas le passage mes oreilles. Oui, mais la suite de ça, la fin de ça. Yes, Al. ouais, on peut commencer plus. Yes, Al. Yes, Al, c'est trop dans le. Ouais, peut-être. Donc, et moi aussi, à cet instant, lorsque le professeur, penché sur ses notes, sa tête chauve entre ses mains, de petites lunettes au bout du nez, parlait de la fin de l'histoire, levait subitement le cou, fixait son regard sur un point éloigné, j'étais certain, je savais que cette fin avait eu lieu depuis longtemps, commencé en Orient. L'histoire avait gagné l'Occident et l'univers, l'époque d'Attila, d'Alp-Arslan, de Gengis Khan, où Hitler était révolu, des armées d'invasion, des catapultes, des fortifications s'écroulaient, des flottes, des forteresses volantes, des tanks, des amoncellements de morts, des incendies de films hollywoodiens, d'où en cinémascope on sauvait à la dernière minute des femmes persécutées, parfois des enfants fuyants qui réchappaient pour crever un jour plus tard, affamés, le crâne desséché. Il fallait étudier l'art de la guerre, aussi ancien que l'origine de l'humanité, mais l'épisode sanglant des lamentations, du bouc émissaire était terminé, et cette histoire aussi s'enroulait sans fin sur elle-même. Elle palpitait comme le cœur d'un réacteur nucléaire. Seulement ce qui n'était pas clair, c'est où, à combien de mètres de profondeur, dans les cases de la mémoire, allaient être stockés les déchets. Cricor, tu veux lire ce passage en arménien Oui. ou le commenter et le commenter? Je reprends deux lignes plus haut. Հարցերը ոսկը քննվեին ցանկություն չէր ադիգա այլ իրողություն կարելի անգողմնագալությամբ եւ ես այն ադեն երբ տասախոսը իր նոթերում վրա հագած ջաղատ գլուխը ձերքերում մեջ բզդիգ ակնոցը մինչև քիթը իջած կխոսեր բատմության ավարտեն հանգարտ կբարձրացներ վիզը աչքերը կսեբերեր հերավոր գեդիմը վստահ էի գիտեի որ այդ ավարտը շատ ոնց եղած էր արևելքեն սկսած պատմությունը դարձերը արևմուտ ու դիեսարական անցերը ժամանակը Աթիլայի, Ալփասլանի, Ջնգիզ Խանի կամ Հիտլերի, արշավող բանակներ, քարնգեց մեքենաներ, փրկչող բարիստներ, դորմիղներ, թրջող բերդեր, հրասայլեր, մերելնելու գույդեր, հոլիվուդյան ֆիլմերու հրթեհներ, որոնց մեջ են ինչպես մեծաթիր նկարված գիներ, երեխաներ, երբեմն անալհազիվ հազգազադեին, որ մյետ իրենց կրնձած կանգերով ստկելու համար անոթի։ Պետք է ուսումնասիրել մարդկության ցակման չափին բادرազմի արվեստը, բայց ողբի նոխազի արյունոտ թրվակը վերջ էր գնաց։ Բայց պատմությունը ալանտատար գբդուկեր ինքնի վրա գդրոպեր հյուլիական պարտի մսդիմբես։ Միայն թե հայտնի չէր ուր քանի 100 մետր խորությամբ հիշողության շերում մեջ թափոնները պիտի ամբարվեին։ Je voudrais juste ajouter, peut-être tu vas dire un mot, Cricor, là-dessus. Le passage, en fait, on l'arrête ici, mais du coup, il y a un moment qui manque quand même. C'est-à-dire on est dans le cours sur la fin de l'histoire, on est un cours sur Hegel et le hegelianisme, hein, ce qui est décrit, c'est la coupole de la Sorbonne, hein, la phrase latine, Pacem summa tenent, sur les hauteurs règne la paix, il y en aura d'autres, hein, donc c'est cette expression que je voudrais rappeler, le joug de la grande, voilà, ils avaient asservi toutes les races importantes et négligeables, rouges, noires, voire jaunes, et les avaient placées sous le joug de la grande machine de la civilisation qui dominait désormais la planète. Et comme le disait juste avant l'un des orateurs, les mélanges de juges et de chefs religieux en lissant une mèche de chevetin lui tombant sur le front. La grande machine de la civilisation, voilà. Bon, il y a une charge qui revient dans l'ensemble du texte sur cette grande machine de la civilisation qui s'illustre aussi dans cette coupole de la Sorbonne, dans le ton toujours pontifiant, plus ou moins, des orateurs, des professeurs, des universitaires, et dans le cours même de cette histoire, ce cortège, hein, de l'histoire. Et il y a donc cette charge vient d'un point de vue d'un savoir tout à fait certain, mais enfoui, qui est celui d'une fin qui a déjà eu lieu, donc dans cet Orient. C'est de cette fin-là qui va être question dans l'ensemble du livre. Tu veux parler un peu, Cricor, de cette charge entre la grande civilisation, la machine de la civilisation, et cette fin depuis longtemps commencée en Orient?
Ça veut dire que dans le texte est organisé sur un contraste entre, d'une part, le colloque et puis la rescapée, la victime. Et donc, tout le premier chapitre, c'est le colloque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui est très construit puisque chaque chapitre a sa logique propre et s'intègre dans le développement de l'ensemble. Il y a 6 chapitres, mais euh, la construction, pour moi, c'était absolument essentiel. Sinon, je ratais mon coup. Donc, il fallait construire le texte comme une sorte de, ayant sa propre loi, comme une sorte de morceau musical où tous les thèmes s'enchaînent et se comprennent et qui fait que rien, il n'y a pas de vide. Alors, pour le début, pour le premier chapitre, c'est uniquement le colloque, avec très peu de références au passé. Euh, donc, il y a à cet endroit-là, cette charge, comme vous venez de dire, cette charge, c'est en fait contre cette idéologie comme quoi on va discuter d'une manière impartiale, comme quoi euh, il y aurait les savants qui vont décider, qui vont parler avec leur savoir concernant ce qu'ils ont jusque-là accumulé concernant le génocide. Enfin, le mot n'est pas prononcé justement, et que dans tout cela, la parole des victimes n'a pas de place. Ce qui fait que tout au long du colloque, c'est un discours plus ou moins convenu ou plus ou moins savant et on attend autre chose qui va venir plus tard, dans les, dans les pages qui suivent. Donc, la charge, évidemment, c'est contre l'histoire, et notamment le fait que cette idéologie, la fin de l'histoire, parce qu'il faut bien comprendre que dans les années 70, c'était très à la mode ce thème, hein. Il n'y avait plus d'histoire, c'était fini. Alors, je crois que c'était Foucault qui avait relancé ce thème, ou des gens qui l'entouraient. Et pour ces gens-là, l'histoire était finie. Alors, la question qui se posait, qu'est-ce que nous devenons-nous, les victimes? Que, que devient-on? Et il y a ça, à ce thème s'ajoute aussi le fait que le narrateur est un journaliste de l'industrie pétrolière. Et donc, il est en quelque sorte dans cette économie capitaliste et colonisatrice. C'est dire qu'il est en mauvaise posture, puisqu'il représente je dirais, il représente, non pas la fine fleur, mais enfin, il représente quand même une, euh, l'Occident, même si petit à petit ses positions sont minées. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit bien qu'ils se sentent très mal à l'aise par rapport à ce qui est dit, mais en même temps par rapport à ce que lui, il a entendu. Alors, et tu dis qu'il n'y a pas, qu'il y a une unité dans ce premier chapitre, mais c'est quand même télescopé par plusieurs autres lieux et temps, et en particulier celui de mai 68. C'est-à-dire qu'il y a le colloque de 98, et il y a aussi mai 68 et les interruptions de cours. Et là, tu as plusieurs pages sur les slogans. J'en cite quelques-uns que tu cites, hein. La mort est contre-révolutionnaire. Le chaos, c'est la loi, l'imagination au pouvoir, à bas la civilisation, très bientôt le feu rendra le futur réel. Nous, non, ça c'est autre chose, c'est ce que tu dis toi, merde, le passé dans mon cul et même au bout de mon cul, le bonheur ici et maintenant. Bon, et en fait, tu parles de nous, tu dis nous à ce moment-là. Et j'aimerais bien, il n'y a pas de moquerie à l'égard de ce mouvement. Il y a
une petite distance, un peu tendre, un peu. Il n'y a pas en tout cas du tout la charge qui est là, au contraire, contre les savants, les universitaires, les professeurs. Il y a une espèce de nous qui rejoint ce nous-là, qu'on peut dire anarchoïde. Sonia, tu disais anarchiste dans un échange entre nous avant. Il y a quelque chose qui se rejoint entre ce nous-là des 68 arts et puis le propos ironique sur la grande machine de la civilisation, justement. Le désir d'oublier ce qu'on a appris aussi, ça fait partie d'un des slogans, et ça c'est un grand enjeu pour arriver à se souvenir autrement. Il faut arriver à oublier peut-être ce qu'on est en train d'écouter à la Sorbonne, justement, et de lire en apprenant d'une certaine manière. Mais il y a évidemment quand même une tension, fatalement, entre ce que disent ce que dit ce nous révolutionnaire de mai 68 et puis ce que va dire l'histoire, ce que va comprendre le narrateur de cette histoire, c'est-à-dire ce feu qui n'est pas le feu qui va reconduire au réel, qui n'est pas, ou en tout cas dans un sens très négatif, c'est pas le feu qui rendra à la jeunesse son futur, évidemment un feu complètement incendiaire, complètement destructeur. Et je trouve qu'il y a quelque chose de fort à la fois dans cette manière de rejoindre ce nous de mai 68 et de le quitter. Et l'ensemble du récit va le quitter complètement ensuite. Ça apparaît aussi et puis, les choses vont aussi quand même se télescoper, se circuler de l'un à l'autre. Dans la double épigraphe, par exemple, il y a un extrait des Métamorphoses d'Ovide qui renvoie bien sûr à la culture latine, gréco-romaine, sauf que on y décrit une city glaciale, un sol désolé, un univers où règne le froid, le tremblement, la faim, qui arrache avec ses ongles et ses dents des herbes bien rares. Et ça, c'est un geste qu'on retrouvera plus tard, évidemment, à propos de Nano, essayant de survivre en mangeant des herbes, comme d'autres l'ont fait à un même moment. Et donc, les deux univers sont déjà contaminés, enfin brouillés dès l'épigraphe, mais il y a la deuxième épigraphe, la vie contre la survie, anonyme, mai 68. Tu pourrais évoquer, tu pourrais commenter ça? C'était un des slogans qui convenait parfaitement au narrateur après avoir fait c'était l'expérience du colloque. Que pour les survivants, pour les rescapés, c'est la survie qu'il aurait dû accorder. Mais la vie elle-même leur échappe, ou on ne leur donne pas, ou il faut qu'ils se donnent tous les moyens pour pouvoir vivre normalement. Cette opposition entre survie et euh, la vie réclamée par les gens, par les jeunes mai 68, c'est un peu un luxe face à ceux qui sont condamnés à survivre, qui n'ont pas d'autre choix. Et de ce fait, ils sont en quelque sorte un peu, ils ont été toujours comme ça, des gens à côté de l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui ne leur est pas accordé pleinement. La vie ne leur est pas accordée pleinement. Ils ont échappé à la mort, donc d'une certaine manière, ils ont quelque chose. Enfin, ils sont. Mais à la fois, tu fais partie du nous, des 68 arts. Tu l'as fait, Oui. mai 68? Qu'est-ce que tu as fait pendant mai Mais 68? oui, au début, mai 68, oui, était enthousiaste, le narrateur. Enfin, il fait une expérience qu'il n'avait jamais faite avant. Et donc, il adhère. Mais cette adhésion va petit à petit se fissurer, c'est-à-dire cette adhésion à la Révolution, à la France, à l'Occident, petit à petit commence défiance. Et donc, il n'y a plus de... la situation devient ambiguë pour lui.
le narrateur n'adhère pas à l'Occident, ni n'adhère d'ailleurs à, à sa propre histoire, à l'histoire des siens. Donc il y a d'une certaine manière une situation, ce que j'appelle d'exilé. Il n'est ni là, ni ailleurs. Il est entre les D'où deux. aussi l'emprunt à Ovide, puisqu'il reviendra Ovide en tant qu'exilé sur les bords de la mer Noire. Et enfin, il y a Alors, beaucoup- au vide, oui. Alors évidemment, j'ai des lectures classiques. Et Ovide était un cas typique d'exilé qui écrivait, qu'il avait écrit quand même ce qu'on a un bouquin qui s'appelle Métamorphose. Autrement dit, il avait transformé son exil en ouvrage, en œuvre. Et ça, c'était évidemment extraordinaire. En même temps, extraordinaire le fait qu'il parle du Caucase. On ne sait pas comment, d'ailleurs, je n'ai pas cherché à savoir par quel biais Ovide avait pu avoir des informations sur ça, sur le Caucase. Peut-être c'est des lieux communs de la littérature latine. Oui, c'est les confins des sites qui sont toujours évoqués comme ça. Et donc, j'ai pensé que pour moi, Ovide représente le cas type d'un auteur qui parle d'une expérience de limite, comme on dit, et puis transforme son expérience en œuvre. Donc, c'est sur le mode de la métamorphose. D'une certaine manière, il parle de quelque chose que le narrateur peut-être aurait voulu faire. Du coup, il me semble il y a quelque chose de politique qui reste néanmoins dans ce que tu fais, dans ce que tu écris, dans ce récit-là aussi. Sonia a insisté là-dessus. Tu veux parler de ça peut-être, Sonia, en même temps que répondre à la première question, puisque tu ne l'as pas fait tout à l'heure. C'est quoi Comme le tu fais ce que tu veux. La singularité de ce récit en tant que traductrice par rapport. C'est-à-dire que il y a des choses plus ou moins frappantes, donc pas mal de choses frappantes dans ce récit. Bon, on en a parlé un petit peu, c'est la structure qui fait passer d'un plan à l'autre, ce qui rend quelquefois le récit difficile à suivre. Mais ça, c'est un problème de structure et un problème enfin, une volonté aussi, je pense, d'englober toutes les problématiques. Et là, en l'occurrence, par exemple, on revient plusieurs fois à ces épisodes d'histoire universelle avec les hordes de barbares, la violence, le feu, tout ça. Et ça revient encore quand on parle du milieu des pétroliers, où on a la vision de ces pétroliers qui, dans leur bureau, dans un bâtiment, décident du monde, de ce qui va arriver pour le monde entier. Donc, j'ai l'impression que ça, plus tous les épisodes de violence qu'on va retrouver à des niveaux différents, c'est un petit peu ce qui me faisait dire qu'il y avait un côté anarchisant quand même dans ces textes, avec ce refus de l'autorité absolue, du dédain absolu des populations. On le retrouvera tout le temps, on va le retrouver à Mouche, où tous ceux qui sont censés conduire ces gens de mouche vont soit les trahir, soit les abandonner, soit ne rien y comprendre, soit leur mentir en réalité. Il y a ça, mais il y a aussi tous ces pétroliers qui décident du sort de toutes les nations pour des raisons totalement capitalistes. Et ça, on le sent bien qu'il y a un problème là avec Tricot, je pense. Et l'histoire universelle aussi, cette histoire universelle faite de violence. Et par ailleurs, cette histoire universelle, il y a je trouve qu'il y a une autre question qui est posée, c'est que, en l'occurrence, il parle du génocide, bien sûr, il parle de l'expérience du génocide de Nano, il parle aussi au moment du colloque, mais il ne le resitue pas. De toute façon, Clicquot, je pense, a un problème avec l'histoire globalement, c'est-à-dire que l'histoire, c'est une chose, la littérature, c'en est une autre, et la littérature est nettement plus efficace, rend les choses plus compréhensibles que l'histoire. C'est un peu ce que je ressens. Mais là, du coup, j'ai perdu le fil. Mais dans cette histoire de violence permanente, Histoire universelle. oui, cette histoire universelle. Donc, ce génocide, il n'est pas tant resitué dans son contexte à lui,
que dans le contexte de cette histoire de la violence universelle. C'est une façon, est-ce que c'est une façon d'échapper à l'histoire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon de relativiser les événements? Je ne sais pas. Mais ce génocide n'a plus c'est pas sa signification, mais son identité si particulière. Non, je crois qu'il faut, enfin, euh, il fallait placer cette violence dans un contexte, dans le contexte général des violences, d'ailleurs, qui permettent à certains, la violence était partout, on pouvait faire disparaître 1,5 million ou déplacer des populations entières, 2 millions, 3 millions, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà passé, et donc, d'une certaine manière, ça n'a rien de particulier. N'est-ce pas? L'histoire générale, l'histoire, c'est ça. L'histoire de tous les crimes sont plus ou moins permis. Je ne dis pas licites, ils sont plus ou moins permis dès lors que les crimes se répètent et qu'il y a une sorte de tradition du crime ou du génocide, non pas du génocide, mais des massacres. Donc c'est un peu comme ça. Les grands conquérants, ils sont nommés pour cette Attila, oui. raison. Ça fait partie, l'Arménie en a connu. Ah, euh, D'ailleurs, je signale, je ne fais aucune citation d'historien arménien, sauf un passage de l'historien parlant du Daron. Mais encore, c'est pas C'est anecdotique. ça ne concerne pas des destructions. Autrement dit, on en a vu beaucoup, et donc en réalité, mon propos, mon sujet, c'était n'en parlons pas. Enfin, ce n'est pas la peine de reprendre des choses de ce genre, puisque le cas de Mouche est spécifique à Mouche. Et c'est la raison pour laquelle, ou d'ailleurs, pour éliminer la population, on a employé le pétrole. Et donc, et on a brûlé d'ailleurs. Nanon est une femme qui, avec son courage, a pu échapper, euh, euh, non pas d'une chambre à gaz, c'était pas une chambre à gaz, on mettait les enfants et les femmes, on les mettait dans une grange et on brûlait. Et elle a pu s'échapper de là, elle s'est brûlée, et donc elle avait perdu toute sa chevelure et, Qui apparaît à la fin qui à la fin apparaît. Qui apparaît. cette autre géographie, comme tu dis, du crâne chauve. Elle cachait tout le temps. Manon était une femme extrêmement, en même temps, je dirais, digne. Elle ne voulait jamais montrer, ou simplement lors des disputes entre personnes qui ne s'entendaient pas, qu'on pouvait accéder à une sorte de vérité, mais elle ne montrait pas cela comme un acte d'héroïsme. Donc il y a, dans le cas de l'anneau, c'est une sorte de victoire sur, elle a pu s'échapper à la mort. Ce que je trouve fort, en fait, et inattendu, au fond, c'est de relier l'histoire du capitalisme industriel de cette manière-là avec l'histoire de Mouche et donc ce moment-là de la catastrophe arménienne. Puisque donc, en fait, en 1901, la moitié de la production pétrolière, plus de la moitié, enfin, l'Empire russe gérait plus de la moitié de la production pétrolière du monde. Donc c'est une énorme chose. Les premiers derricks ont été ouverts en 1860, les années 1870. Il y a eu un boom pétrolier et une multiplicité d'entreprises sont venues s'installer, en particulier britanniques. Donc ça a engendré une machine à forer, une machine à vendre considérable. Et il y a tout au long du récit un rappel des barils de pétrole avec lesquels on a brûlé par centaines dans des granges, dans des bûchers géants, des hommes, des femmes, des enfants, dans cette plaine de mouches et ces environs de mouches. Voilà, donc ça me semblait intéressant aussi, sur le plan
de la signification politique du récit de rappeler ça. Et puis donc la nano, en effet, en fait, c'est une créature du feu. Elle a le feu en elle, elle a le feu dans son regard. Il y a une espèce de folie qui est en elle et qui apparaît dans sa manière de compter, de chercher ses mots, de les trouver sans les trouver. Il y a un lien profond entre sa manière de marcher en boitant et de retracer l'extraordinaire violence, c'est même pas de la violence, en fait, c'est la destructivité des incendies, du feu. Et on retrouve ces motifs du pétrole lorsque l'enfant doit allumer des lampes à pétrole et que la nano a peur, elle a peur de tout ce qui ressemble à du feu, de même qu'elle a peur, elle déteste les chiens parce qu'il y a ce souvenir des chiens qui devenaient enragés en dévorant les cadavres dans la plaine de Mouche en 1915, juillet 1915. Je voudrais revenir sur cette. C'est pas grave si je ne crie pas plus dans le micro, c'est fatigant. Ça va, c'est pas grave. Je voudrais revenir sur cette histoire de colloque. Parce que moi j'y étais en fait. Non seulement j'y étais, enfin je me souvenais très bien quand j'ai lu ce texte, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça m'a soudain me dit mais oui, c'est Anaïs Termination parlant de Mouche, bien sûr, au colloque. Je vais vous montrer le bouquin euh, qui s'appelait L'actualité du génocide, pas arménien mais des Arméniens, publié chez Édipol l'année suivante par le comité de défense de la cause arménienne. C'était un énorme colloque dont l'approche était exclusivement historique, juridique, politique. Il s'était tenu donc en avril, je voudrais juste en dire un mot, si tu n'as rien contre, Tricor, et de la conférence elle-même, 30 conférenciers. Surtout, ce qui revenait constamment, c'est la question de la preuve. La preuve, la négation, la preuve, la négation. Mais il y avait aussi des récits historiques, des monographies précieux sur tel et tel moment ou telle et telle région, dont celle d'Anaïs Termination, qui, en effet, avec plusieurs cartes et une baguette avec laquelle elle montrait ses cartes, parlait de Mouche et racontait l'histoire. Et moi, en fait, non seulement j'avais assisté à ce colloque, mais en fait, et je m'en souvenais plus, et en réouvrant ce livre, j'y ai participé. C'est-à-dire que j'avais été invitée à la table ronde finale lors d'un débat, parce que j'avais publié peu avant un article qui discutait l'élection de Gilles Weinstein au Collège de France. Gilles Weinstein qui s'était fait une spécialité de douter publiquement du génocide arménien comme d'une version arménienne de l'histoire, etc. Il y avait eu un retour de bâton assez terrible. J'avais été relativement traumatisée par cette histoire d'ailleurs, parce que c'était très dur. Il y avait eu des contre-attaques assez terribles, une pétition de l'EHESS entière, le monsieur enseignait à l'EHESS. Et puis des répliques dans la presse, pas de n'importe qui, puisque Vidal-Naquet avait pris la défense de son collègue Weinstein, et il y avait eu d'autres interventions qui mettaient en cause, évidemment, bien sûr, ma compétence, maître de conférence en littérature comparée, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, etc. Et justement, lorsque j'ai donné mon texte, en fait, j'avais eu le temps de très peu dire, j'étais allée très vite pour revenir sur cette histoire de négation. Et lorsque j'ai donné un texte au livre, alors j'ai enfoncé le clou, j'ai donné un texte en fait trop long cette fois-ci, et j'en ai profité pour parler de la grande absente du colloque qui était la littérature. J'avais appelé ça inactualité d'une littérature, actualité d'une négation. L'actualité de la négation, c'était Weinstein au Collège de France et toutes les controverses. Et j'évoquais au fond le rapport qu'il y avait entre les pouvoirs de la négation, justement, cette puissance de la négation qui avait répliqué de manière très violente, et l'invisibilisation de la littérature arménienne en France, très peu traduite encore à ce moment-là, et y compris dans le colloque, puisque le colloque ne parlait pas du tout de littérature à aucun moment. J'ai même vérifié ensuite le texte qui est consacré à la Cilicie et au massacre d'Adana n'évoque même pas dans les notes le texte de Zabel Essayan dans les ruines.
Et voilà, donc c'était un parti pris du colloque. Et d'ailleurs, en fait, mon intervention a été mise en annexe et non pas dans les chapitres. Mais tout ça, j'avais oublié un petit peu. Je vais peut-être même lire ce que je disais là-dedans, à un moment de mon texte. C'est à la fin, toute fin, donc. 68. Que penser de ce silence sur la littérature? Que l'actualité du génocide arménien ne passe pas par elle? Qu'il n'y a pas d'actualité littéraire du génocide arménien? Pas d'actualité de la littérature arménienne? Bien que la littérature, à titre d'empire du subjectif, mal intégrée parmi les objets d'études scientifiques, ne soit ici au point d'être implicitement rejetée dans l'inactuel, la littérature est toujours à la fois glorifiée et méprisée comme une maîtresse pour qui l'on se damnerait en privé, mais qu'on fait taire en public. L'inactualité est en partie son lot propre, c'est ce qui fait sa force intempestive en réserve, sa négativité potentiellement critique, mais ce potentiel même est mis à mal dans la littérature arménienne, trop enfouie pour exister même négativement au sein des institutions. La profondeur de cet enfouissement aboutit à une totale invisibilité en France. Les attendus institutionnels et culturels de ce cas de figure doivent être interrogés sérieusement par tous, arméniens et non-arméniens. Bon, rétrospectivement, je me trouve bien arrogante à faire la leçon à tout le monde à la fois, mais je pense que ce n'est pas grave. Au fond, je pense que j'avais raison quand même. Et puis alors, après, j'évoque les écrivains qu'on ne connaît pas, ou très peu, par des traductions très partielles, Chagall, Essayan, Borpounit, Charens, Marie, peut le dire, qui fait aussi partie de ceux qui ont permis, en traduisant ces auteurs ou d'autres, de rentrer dans ce continent enfoui de la littérature arménienne. Je dis un peu plus loin, la littérature n'est-elle pas aussi un savoir, et un savoir qui, passant par l'expérience symbolique de sa destruction, pourrait être considéré comme des plus précieux. Voilà. Alors, le temps a passé depuis. Évidemment, on peut lire, par exemple, Essaïa, bien sûr, et même en turc, et beaucoup d'autres. Je rappelle que... Bien. on m'entend vraiment pas? Moyen. Si, ça va. Que Krikor, donc, a beaucoup œuvré, en fait, à la connaissance par le public français de la littérature arménienne, une partie de la littérature arménienne, justement celle qui s'est, entre autres, écrite en France, mais en arménien, avec cette thèse qu'il a soutenue dans cette même Sorbonne. Donc, tu la connaissais aussi de l'intérieur, cette Sorbonne, puisqu'en 95, il a publié 50 ans non, il a soutenu cette thèse sous la direction de Pierre Brunel, qui a été mon collègue pendant un temps, puisque j'ai enseigné aussi à la Sorbonne en tant que maître de conf. 50 ans de littérature arménienne en France, ça a paru aux éditions du CNRS en 2001, et ça avait été soutenu en 1995 dans ce lieu de la civilisation de la Sorbonne. Est-ce qu'on peut revenir sur la conférence d'Anaïde, en fait? Parce que je suis allée la relire, en fait. Elle est d'ailleurs disponible en dehors de ce livre sur le net, dans un site qui s'appelle L'Imprescriptible. Est-ce que j'ai le temps, d'ailleurs? On va voir 6 heures. On a encore 1 heure, c'est ça, devant nous? Je me rappelle ce que Krikor, parce que ce que la narration décrit de manière souvent très drôle d'ailleurs, c'est la nervosité, la fébrilité, l'essoufflement, la difficulté en fait aussi du traducteur qui n'arrive plus à suivre le rythme, cette espèce de panique de vouloir tout dire dans un temps très court, celui des interventions en colloque, et qui conduit en fait à une sorte d'affolement presque de la conférencière. Et puis ce geste de la baguette, je me souviens aussi très très bien, je me souviens des cartes, et je me souviens aussi du visage de plusieurs gens qui écoutaient et qui étaient des amis, et qui à certains moments de cette conférence pleuraient. Alors, ce n'est pas du tout la réaction qu'a le narrateur en écoutant. Il y a cette grande distance qui transporte cette conférence presque dans un théâtre presque bouffon à certains moments, mais on sent très bien qu'il est tragique parce que la parole manque, le souffle manque. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Anaïde, dans cette conférence? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle faisait retour sur la province du Daron et de son histoire,
de plus de 2000 ans sur ces héros légendaires, dont David de Sassoun, ces figures célèbres. Elle évoquait la controverse des historiens arméniens et turcs, bien sûr, mais à l'intérieur de l'historiographie arménienne à propos des causes du massacre, hein, puisque Mouch est un endroit où la déportation n'a pas tué, c'est tout le monde, hein, plus de 100 000 Arméniens de la ville et de la plaine et du massif de Sassoun ont été tués d'emblée, hein, égorgement, tirs, bombardements et incendies en masse, bûchers géants. Donc elle revient hein, sur les litiges historiographiques, la mise en cause de la Fédération révolutionnaire arménienne, incapable d'organiser l'autodéfense. Elle dit que l'événement est un des plus mal connus, il y a peu de témoignages, la région était isolée, elle rappelle le contexte guerrier, les opérations militaires du Caucase, l'affrontement entre l'Empire russe et l'Empire ottoman dans les vilayets orientaux. Elle fait la géographie du lieu, à la fois physique, et donc le relief, montagne, plaine, et administrative, le découpage en vilayets, Sanjak, Kaza. Et là, on voit réapparaître aussi, mais là, dans l'ironie, hein, à travers l'ironie, toutes ces catégories. Elle fait la description des quartiers de la ville, quartier turc, quartier de la citadelle, des potiers, le quartier haut, quartier arménien, où c'est justement joué l'autodéfense, quartier du Vallon, de la cathédrale, et puis les jardins et les vergers, au-delà de la rivière du quartier de la cathédrale, qui sont précisément les endroits du massacre intensif. Ce motif de la rivière, il me semble très important, il revient à plusieurs reprises à propos de Nano, hein, qui chemine et montre à plusieurs moments, l'autre bord de la rivière, qui est aussi une rivière bien sûr symbolique. Il y a une narration dans son intervention, une narration des faits connus depuis octobre 1914, où il y a eu déjà des pillages, des incendies de villages par les Tchétés, par les troupes irrégulières tirées des tribus kurdes et de prisonniers de droit commun. Elle évoque plusieurs acteurs, la situation politique, le gouverneur du vilayet de Bitlis, qui est un itihadiste, comme le préfet, Moutessarif du Sanjak de Mouch, Servet Bey, ami de Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur. Et Servet Bey va intervenir beaucoup, on voit réapparaître son nom dans le récit du narrateur. Elle évoque certains faits glorieux hein, de Servet Bey, comme transformer les Arméniens en porteurs de chaises, les vieillards et les adolescents en particulier. Elle évoque plusieurs figures arméniennes, dont Vartan Vartabed, l'abbé du monastère du Sourib Garabed, qui remplace l'évêque qui a été mort du typhus, puisque le typhus sévit aussi et tue. On retrouve Vartan, bien sûr, dans le récit de Krikor. Peut-être un des passages que vous voulez qu'on lise, peut-être on peut le faire tout à l'heure, on reparlera de cette lettre de Vartan. Elle parle de Van Papazian, dirigeant de la Fédération révolutionnaire arménienne, député de Van qui avait été bloqué à Mouch. Elle revient aussi sur les témoins, de quel témoignage on dispose. Elle évoque celui de Yeshige Derbarsamian, témoignage paru aux États-Unis en 1920. C'est un de ceux qui s'était replié dans le Sassoun. Elle évoque la missionnaire suédoise Alma Johansson. Elle la cite très longuement, qui donc dirigeait un orphelinat, co-dirigé avec une Norvégienne, un orphelinat ce qui était une institution allemande, en fait, qui faisait qu'ils étaient tolérés par le pouvoir. Mais elle raconte justement cette missionnaire, et c'est un récit absolument terrible, hein, qu'elles ont dû livrer les gamins, les fillettes en fait, hein, qui se sont elles aussi fait brûler vives, hein, puisqu'il s'agissait de brûler vifs, hein, pas du tout seulement de faire disparaître de feu, les gens qu'on avait tués avant. Et il y a aussi un témoignage de Kaspar Dejan et Hans, de 12 et 13 ans, donc, hein, qui étaient des élèves de l'école centrale de Mouch, protégés par un Turc, et qui ont donc pu survivre à cause de ça, et dont on a recueilli les récits qui ont été rédigés, transcrits ensuite, beaucoup plus tard. Ça a été publié au Caire, sauf erreur, en 1962, et ce témoignage, ce double témoignage, a été traduit en français et présenté lors du procès intenté à Bernard Lewis par le Forum de l'Association arménienne de France. Elle évoque le grand plan, en fait, hein,
qui s'est en fait réalisé en 3 étapes. D'abord, tué dans la plaine, en égorgeant, en brûlant vif, qui a exécuté les gendarmes, des tribus kurdes, des éléments de l'armée ottomane. Elle raconte les bidons de pétrole à partir de plusieurs témoignages, en particulier de ces 2 adolescents qui ont assisté à beaucoup de ces choses postées sur des toits de loin et qui ont dû d'ailleurs aussi contribuer à des rassemblements de foule pour les granges. La deuxième étape, c'est la ville de Mouche. Et c'est là qu'elle évoque Vartan Vartabed, qui répond lorsque le gouverneur appelle les déserteurs à se présenter pour se faire envoyer dans des bataillons. Vartan répond que ceux qui ont été mobilisés précédemment ne sont jamais revenus, qu'on n'a plus jamais de nouvelles, donc on est inquiet. Il est arrêté avec les notables arméniens. En fait, elle ne cite pas la lettre. Il y a, peut-être tu reparleras de ça tout à l'heure. Et puis elle évoque les caravanes de centaines, voire 2000 femmes et enfants à Alizertan, par exemple, où un énorme bûcher est allumé. Elle dit « Symbole d'un monde moderne, le pétrole de Bakou, exporté d'avant-guerre en bidon, devient l'instrument du martyre des Arméniens de Mouche. » Et puis, 3e étape, le Sassoun, qui avait été un haut lieu de la résistance arménienne aux envahisseurs, un lieu aussi d'affrontement arménien et kurde, un lieu d'une rébellion réprimée en 1894, et elle évoque la manière dont les fugitifs du village et de la plaine se sont transportés dans les hauteurs ou dans les replis de ces terrains, se nourrissant justement de plantes et de racines, avant d'évoquer l'offensive russe en 1916, qui a fait donc que la région a été conquise, mais la population arménienne avait disparu. 2400 survivants pour Sassoun, par des statistiques de 1916, 5000 pour la plaine de Mouche, presque aucun rescapé pour la ville de Mouche, et quelques dans les casernes de Beyrouth en 1919, on comptera quelques dizaines d'Arméniens de Mouche, et à peu près la même chose dans les casernes d'Alep. Voilà, donc elle termine sur le plan, ce plan qui était bien celui d'une extermination. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que, en effet, clairement dans le texte tel que le narrateur le texte, la contribution, l'intervention, elle ne prononce pas le mot génocide, en fait, c'est ça, mais il est dans le texte. Donc, je pense elle dit que ça a été le début, en fait, de cette machine qui a mené à la déportation, qui a elle-même mené au génocide. Mais je me souviens qu'en effet, Anaïde, il me semble, n'avait pas à ce moment-là, lors de la conférence, prononcé le mot génocide. Elle m'avait d'ailleurs, en fait, parlé de la difficulté où elle était dans l'histoire de l'affaire Weinstein, dans son rapport à Vidal Naquet, etc., etc. Donc, il y a toute une ambiguïté, et je pense que voilà, il y a une manière peut-être de répondre à tout ça, à cette manière à la fois de faire l'histoire et de refuser finalement le mot pour finalement l'écrire quand même. Il y a de l'ambiguïté dans cette manière de faire. Alors moi, ce que je voudrais, Cricor, peut-être que tu dises maintenant, c'est dans quelle mesure tu as utilisé, non pas, bien sûr, tu as dit que tu ne citais pas les historiens, non pas elle non plus, tu l'as décrit beaucoup par contre, mais les témoignages qu'elle cite, elle, avec quoi tu as travaillé, le rôle du document, avec la lettre du prêtre Vartan, est-ce que tu peux revenir sur tout ça, s'il te plaît? En général, quand je me mets à écrire, d'abord je me documente. Ça c'est important, d'autant plus que souvent j'ai l'impression que je ne maîtrise pas la chose. Et donc il faut, pour maîtriser, que j'étudie, que je vois d'abord qui avant moi a écrit sur ce sujet. Dans la littérature ou autre. Pour le cas de Mouche, évidemment, j'avais en main ce texte, ce bouquin, que j'ai jeté tout de suite d'ailleurs, puisque ça ne m'intéressait pas du tout, ça ne répondait pas à mon propos. Et puis, évidemment,
en tant qu'universitaire, je sais travailler en bibliothèque. Et donc, je suis allé à la bibliothèque Knubar et j'ai regardé dans les archives concernant Mouche et les environs. Naturellement, j'ai pris beaucoup de notes. Je n'ai pas tout utilisé, mais prendre des notes permet de se mettre dans le bain et dans l'environnement, d'autant plus que j'avais beaucoup de mal à entrer non pas dans le sujet, mais dans l'environnement. Étant donné que je n'avais jamais mis les pieds dans cette région, et donc il est toujours très difficile de parler de choses qu'on ne connaît pas. J'ai horreur de parler de choses que je ne maîtrise pas ou que je n'ai pas vues. Alors, à partir de là, évidemment, j'ai lu des témoignages de personnes qui ont écrit, même des volumes entiers. J'ai lu naturellement le bouquin de Varan Papazian. D'ailleurs, Varan Papazian, quand j'allais au lycée, je le voyais tous les matins au balcon face à notre collège. Il était toujours là avant 8h05. Il était là. On avait l'impression qu'il regardait l'entrée des élèves. Donc, j'ai vu Monsieur Varan Papazian, d'ailleurs, qui avait à l'époque renommé, enfin, il avait été député au Parlement libanais. À un moment donné, il a voulu se représenter, mais il y a eu le parti ne l'a pas soutenu. Alors, je me suis donc, j'ai lu beaucoup de témoignages, même des témoignages, disons, qui ont été faits à Tiflis. Euh, Actuellement, vous savez, que faire? On va pas, je n'avais pas l'intention de faire un bouquin fait uniquement avec des témoignages, ça n'avait pas tellement de sens, d'autant plus que moi, j'avais Nanon. Or, on oublie, enfin, on n'a pas parlé, avec Nanon, le narrateur joue aux cartes. Le narrateur a à peine 8-9 ans et Nanon, qui devait avoir enfin 55 ans, elle adorait jouer aux cartes. Et donc ce jeu lui permettait à Nanon de parler de ce qu'elle avait vécu. D'une certaine manière, en jouant, elle parlait elle-même. N'a pas l'impression qu'elle s'adresse au narrateur. C'est une sorte de monologue que le narrateur entrecoupe pour ne pas faire une sorte de monologue sans fin. Et donc, il y a effectivement, j'ai travaillé et au cours de ces lectures, j'ai trouvé la lettre de Vartan Vartabet, qui était une lettre très émouvante. À mon avis, c'est l'une des derniers textes, l'un des derniers textes qu'il ait écrit avant qu'il soit assassiné. Et donc, cette lettre. Tu veux les lire? Vas-y, lis-la. Non, Je la lis en Sonia? français. oui, oui, lisez en français. Elle n'est pas très longue. Page 95, 93. Je l'ai interrompu à un moment, puis ça reprend. Donc, c'est une lettre que le prêtre, donc il l'écrit à qui là, Grégoche? Quel est le destinataire? À Constantinople, à son supérieur de Constantinople, au patriarche arménien de Constantinople, je ne me rappelle plus qui était à l'époque. C'est pas d'ailleurs dit dans le texte, hein. Il dit que simplement c'est une des lettres, une des multiples lettres qu'il aura écrites au patriarcat et à la Sublime Porte. En fait, c'est une lettre qui sera inutile. C'est une lettre que j'ai trouvée à la bibliothèque Moubar, autographe. Donc il dit: Votre Éminence, des 4 villages de la région de Mouche ont été assassinés 83 hommes, 43 femmes, 8 enfants, 29 hommes et femmes blessés, 9 femmes ont avorté, 43 filles et femmes violées et enlevées, des églises endommagées. Nous avons déjà écrit au sujet de tous ces pillages, 5000 nécessiteux. Il n'y a pas de chiffre pour les viols à Sassoum. Quant au chiffre des rapts, le compte définitif n'a pas encore été fait pour que nous vous l'envoyions. Voilà, monseigneur, le résumé de notre catastrophe irréparable.
Si Sassoon est détruite, le secteur de Mouche aussi a été détruit. Il n'y a plus de vie désormais. S'il ne sont pas mises en œuvre rapidement des améliorations radicales, complètes et satisfaisantes pour votre peuple infortuné, celui-ci ne pourra vivre et patienter. Il y a déjà, à présent, près de 15 000 nécessiteux qui se lamentent, attendent et implorent un remède à leur malheur. Monseigneur, le temps est venu pour que notre peuple ne dépérisse pas jusqu'à l'épuisement à cause de vains espoirs. Et que nous reste-t-il? Notre troupeau en miettes, nos églises détruites, profanées, l'honneur souillé, le droit aboli, maisons et lieux dévastés, champs et terres annexés, les personnes méprisées, foulées aux pieds, victimes et jouées des caprices islamistes, nos monastères convertis en casernes. Soit un remède, entre parenthèses admis effacé, soit un chemin. Soyez un Moïse, Monseigneur, pour sauver votre troupeau de la mer Rouge, du lac de sang, puisque tous n'ont pas été égorgés. Monseigneur, l'obstiné insiste, il ne craint pas la rhétorique, il répète pour rendre la parole émouvante, il éclate d'un coup avec fougue. Le peuple, par ma voix, implore encore votre bénédiction paternelle et consolatrice et vous supplie d'apporter un arrangement rapide et actif pour ces douleurs et aide et assistance pour les victimes affamées et infortunées. En souhaitant une réussite céleste à vos hautes démarches, je demeure votre humble fils, le supérieur, substitut de l'évêque du Daron, et il signe Vartan. Il y a quelque chose d'aussi très émouvant, c'est ce qui précède la lettre, qui est la description de Vartan, barbe blanche, regard vague, abattu, hébété, presque, avec une espèce de tremblement, comme si la main du photographe, dit le narrateur, avait tremblé. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire parler l'image de Vartan avant de faire lire sa lettre, en fait, de lire déjà quelque chose dans son visage avant de donner voix à ce rapport qui évidemment sera inutile. Et à la fin, bien sûr, c'est la fin du passage qui concerne Vartan, hein, on évoque sa mort à lui, hein, il a été brûlé, rôti, et puis voilà, sans autre commentaire. Alors justement, cette nano dont tu disais qu'on ne parlait pas, on sait bien sûr que c'est le grand sujet. C'est le grand personnage, un personnage absolument magnifique, vraiment une espèce de figure à la fois unique et presque un archétype. C'est l'archétype pour moi qui est presque sacré, je dois dire, du personnage de la boiteuse. Le boiteux, il y a des tas de références mythologiques, bibliques, etc., on les connaît. Il y a des écrivains qui ont parlé de boiteuses, par exemple Mandelstam. Je ne sais pas si tu connais ce très beau poème que Mandelstam a écrit à propos d'une amie boiteuse qui l'avait aidé à survivre à Voronège en conservant ses poèmes et en les transmettant ensuite. D'ailleurs, je ne sais plus d'ailleurs comment s'appelle cette femme, mais il transforme cette femme en une espèce de sœur, amie. En fait, il était à moitié amoureux d'elle, mais il en fait, c'est le monde des sœurs, en fait, le monde des sœurs aidantes. Je le dis très mal, Mandelstam fait un point absolument magnifique là-dessus. Et la boiterie de cette femme est aussi évidemment l'image d'un monde qui ne fait pas que boiter, mais qui s'effondre, qui se casse la figure. Et il y a bien sûr un moment fondamental, et même deux, dans le texte où Nano tombe. Elle tombe en fuyant, et elle se casse le pied, et puis à la fin, elle tombe d'une attaque et elle meurt. Hein. Ces deux passages sont très forts. Le passage de la fin, c'est en fait l'enterrement de Nano en même temps que l'enterrement de Mouche, puisqu'elle incarne désormais complètement Mouche. La langue de Nano et la langue de Mouche, c'est clairement dit à plusieurs reprises. Donc il y a un travail assez extraordinaire qui est à la fois celui sur sa claudication, sur sa démarche à la fois sautillante, inflexible, contradictoire en fait, hein, sur le fait aussi qu'elle a ce feu en elle, d'où elle a survécu, mais qu'elle porte dans son regard, hein, et sa langue. Et cette langue, c'est justement celle qui elle ne fait pas que raconter en fait l'histoire au gamin, le petit, là-haut. Hein, l'un des noms qui se cache derrière le titre, c'est là-haut. Hein, c'est bien sûr Mouche, c'est aussi là-haut, petit. Et il y a ce. Non seulement elle lui raconte cette histoire,
En effet, pas en lui racontant forcément, mais en faisant des gestes, en jouant aux cartes, en l'emmenant sur tel chemin pour aller jusqu'à la rivière, précisément. Il y a des gestes, en fait, essentiellement. Et donc, c'est un apprentissage d'une langue entière qui passe aussi par le corps. Hein. Donc, et en fait, le nom de mouche, le nom du petit, hein, c'est ce qui vient tout le temps au bout de là. Il y a aussi quelque manière qu'elle a de parler, Nano, de chercher un mot. La conférencière, elle a un point de fuite, il y a un mot qu'elle ne va pas dire. Nano, c'est l'inverse, en fait. Elle a toujours un mot au bout de la langue. Hein, c'est ce fameux bout de la langue. Et on a l'impression que les femmes qui sont autour d'elle et qui ont entre elles cette langue des commères, comme dit le narrateur, elles partagent quelque chose d'un monde secret, qui est bien sûr ce qu'elles ont vécu ensemble. Elles partagent une langue avec des variations pour chacune. Et c'est cette langue que l'enfant, l'adolescent acquiert en fait. Hein. Il y a une espèce d'initiation, pas seulement à l'histoire, mais à la langue. Et c'est là que j'ai envie c'est Sonia en fait, parce que au fond, le narrateur, je vais te laisser parler Sonia bien sûr, le narrateur, en fait, il a appris à parler, en fait, il a appris à parler avec Nano. Et donc, c'est le parler de Nano qui va ensuite se construire dans ce récit qu'on est en train de lire. Donc, il y a à tout moment dans ce récit complexe le rappel de cette langue qui confine parfois au silence, hein, au geste, et qui est celui de Nano. Vas-y, Sonia. Un morceau de texte sur la langue de Nano. Voilà, il y a plusieurs passages tout à fait avec la saveur de sa langue qu'elle m'a apprise, comme sans le vouloir, par une accoutumance continue. Elle qui connaît parfaitement le dialecte des adultes au point de le singer. Au point de... Elle qui connaît parfaitement le dialecte des adultes au point de le singer, elle répète comme une enfant, en bon arménien, puis elle allonge la dernière syllabe avec un effort pour tordre les mots. Elle se moque, elle émet sous cape un rire de cristal fêlé. Elle persifle le parler orthodoxe arévique, mais seulement par le jeu des muscles du visage, ce qui est plus impressionnant, plus comique que le théâtre de M. Mirac et de ses amateurs. Elle tourne dans sa bouche son langage de mouche. Elle continue obstinément à l'utiliser. Parfois, il semble qu'elle veut m'embrouiller avec une élocution ralentie. On dirait qu'elle essaie de me conduire vers des secrets que je mets involontairement à jour. Je traduis, bien sûr. J'altère ses consonnes, ses voyelles, ses intonations fugaces que je n'arrive même pas à imiter tant elles sont étranges, vaguement intimes mais étrangères. Même à présent, lorsque ces mots me reviennent, éveillés d'un long sommeil, et que je les entends chuchoter, ils imposent leur langage secret archaïque. Il y a des voix, des mots à qui, même lorsqu'on les entend, qu'on les distingue, qu'on définit leur place dans notre esprit, on ne peut jamais faire place dans notre gorge, qu'on ne peut rassembler parce qu'on n'a pas été constitué par eux depuis le début. Ils ne se sont pas installés en toi, ils t'ont parlé, tu ne les as pas écoutés, leur première perte a déjà commencé avec leur perception. Une distance familière se crée dans mon oreille, une différence audible lorsqu'elle m'appelle du haut du balcon, qu'elle répète « là-haut, là-haut », qu'elle veut ci ou ça que je dois lui apporter du magasin ou qu'elle me fait asseoir sur la chaise, puis va clopin-clopant apporter de la cuisine voisine la nappe qu'elle m'indique d'un mouvement de l'œil et du sourcil être dans sa chambre. Les cartes, le crayon et l'incontournable morceau de gomme à mâcher qu'elle n'a pas mis dans sa bouche, c'est trop tôt. Cette partie vient juste de commencer. Alors, en fait, ce mot là-haut, et là, très fréquemment, il réapparaît pas seulement comme un cri. En effet, quand elle l'appelle de loin, viens là-haut, il y a le mot viens, il faut toujours que le gamin la suive. Mais il y a aussi une prononciation murmurée. Là-haut, c'est vraiment là-haut, nano, enfin, il y a quelque chose vraiment qui se joue d'une poésie sonore et qui se cristallise en particulier à la très belle fin du récit. Peut-être, Kriko, je te laisse parler de ça, non?
de la langue, Non, tu parles très bien. de la langue de Nano. Non, mais euh, c'est-à-dire que je crois que dans la traduction, on ne sent pas combien le texte est contaminé par parler de mouches. Il y a des phrases qui font partie, qui ne font pas partie des tournures habituelles de l'arménien occidental. Par exemple, le verbe fral n'est pas du tout un arménien occidental. On dit que le tartsa, la carte m'a tourné. Alors qu'elle dit que le frat, megutmek. Par exemple, dans cette phrase, vous avez du dialecte de mouche et le parler. Alors, évidemment, dans le texte, il n'y a aucune différenciation dans la phrase. Ça, c'est la même phrase qui emporte tout le reste. Euh, C'est-à-dire que le lecteur ne se rend même pas, enfin, ne doit pas se rendre compte du fait qu'on change du standard, du dialecte, on passe au standard, vice-versa. Et donc, et par exemple, dans le cas de Lao, bah, c'est les gens de Mouche, un garçon, il l'appelle Lao. Et il y a même une chanson, Réveille-toi, jeune homme, enfin, mon garçon. Alors, Lao, c'est. Alors, évidemment, la seule et unique fois que le narrateur entendit Lao, c'est. C'est mon garçon ou mon petit? Difficile. Ok. Dans le contexte, Intraduisible, dans d'ailleurs, le elle a laissé contexte, là-haut. c'est mon petit. Dans le contexte, c'est mon petit. Et Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut peut-être parler de titre. Non. Donc, on a l'impression que chaque locuteur, chaque locutrice surtout, a un nom sur le bout de la langue, mais qui va pas pouvoir se dire. Mais on a quand même des noms qui se disent, et en particulier à la fin du premier chapitre. Je voudrais lire ce passage. Je vais peut-être prendre le micro au Cricor. Il semblait que jusque-là, je n'avais pas encore entendu, je n'avais pas compris sa force intérieure, rapide et violente, sa tension jusqu'au point de rupture, cette palpitation qui vibrait, intraduisible d'un seul bloc, mêlée à la flamme sautillante, mourante et brillante de la langue, qui n'était rien d'autre à présent, ayant intégré en elle toute chose, si ce n'est ce que je savais depuis longtemps, à peine prononcé, presque chuchoté, sourd, haletant mais peu à peu murmure, un mot si intime, si renié, si connu qu'il se refusait à moi, avait habité au loin quelque part dans l'air suspendu, sans logis, semblable à une mélodie, un motif, et s'incarnait soudain, éclatait, mouche. Ah, donc il me semble que je peux peut-être parler de ça. alors, si vous voulez, sur le plan de la construction, tout le texte, tout ce premier chapitre doit aboutir à mouche. Et donc, c'est comme une espèce de euh, mouvement symphonique qui aborde le thème, qui recule, et ainsi de suite, ce qui fait qu'il y a une construction assez stricte pour faire venir mouche. Mais l'apparition des noms, en général, alors, il y a un contraste fondamental entre toutes les personnes. Vous avez donné tout à l'heure le nom de Anaïs Termination. Elle n'est pas nommée dans le texte. Toutes les personnes qui interviennent dans le colloque n'ont pas de nom. En revanche, tous ceux qui interviennent dans le récit ont des noms. Il y a, bon, à part le chef qui dirige une sorte de résistance qui est Varan Papazian, il n'est pas nommé non plus. Mais sinon, dans les deux parties du texte, il y a une opposition, je dirais, frontale concernant le nom. Évidemment, la personne qui parle là sur l'estrade cherche un nom. Elle ne le trouve pas. C'est à peu près la même réaction qu'on trouve à la fin du texte, à la fin du chapitre 5, où on a cette question du nom. Et je crois que
Je vais vous lire un peu en arménien. Hamma badahadzer, կամ տերս բադահելու վրա էր, անուն չուներ։ Եկեր էինք ձայն լսելու, եւ ահա, կանթաթանայք, որ դեղ ու ժամանակ ծեբ գերբարանք փոխեր էր անտտար, չեր գրնար գործայնը սել, որտեղ կլար ինձի համար, որ դար որոշելի, գոչելի սահման, արդյոք որովհետև եղել էր շադոնց, տեղի ունեցել էր ինքն իրեն, խորացել, կենսաբեդեր էր զիս, երբ ես այնքան հերու էի, մխրջված լուրի, բատկերի աշխարհի մեջ, որ այդ տարիներում, երբ ճամփորդերը ես պոսներ, սիրեր, մոռացման գրթությամբ աբրեր, զուգահեռ ու դարամետ տարածքներու վրա։ Ադենն էր թերևս մտնելու շարահյուսության մգարքին մեծ ձայն դարձնելու երկար հերկումիմը, ուրացումիմը, գարոգիմը, սպասումիմը պատասխանը։ Օրինելով անորամար խոսքի դարբեր ժամանակմը, եւ ինչպես երազի մեջ կազմավորված նախատասությունը, որ գայտնվի սեղանին առջև, գուրջանա, կթիմադրել լեզուն պետք էր հիշեր, ինչ որ զինք դարձուց անավարտ։ Est-ce que je peux dire un truc Allez. Est-ce que tout le monde, vous voulez qu'on le lise en français ou Parce qu'il faut discuter la traduction. comment? Parce que ça serait bien de discuter la traduction aussi. Oui. Non, ce que je voulais juste dire, Nicole, est-ce qu'on peut dire, toute proportion gardée, que cette partie-là, c'est un peu le temps retrouvé? C'est le moment où il y a une illumination sur, Oui, j'y pensais aussi, sur le narrateur qu'il devient, qu'il va devenir. C'est une réaction, c'est-à-dire c'est une sorte de réaction sur le narrateur. Oui, Oui, Mais oui. il y a un eureka sur ce qu'il faut faire. Il y a une tâche qui se dessine. Oui, puisqu'il Je dit vais le qu'il lire faut en que tout français. ça rentre dans une phrase, vous pouvez le Oui, lire. je vais le dire. C'est-à-dire Je que vais c'est lire, un oui. passage presque programmatique. Oui, c'est ça. Quelque chose s'était passé ou était sur le point de se passer. Ça n'avait pas de nom. Nous étions venus l'écouter et voilà que je me rendais compte que cette chose-là avait changé sans cesse de lieu et de temps, de forme et d'aspect. Je ne pouvais pas vraiment dire que pour moi, l'événement était distinct à la frontière du lisible. Était-ce parce qu'il s'était produit il y a longtemps, qu'il avait eu lieu de lui-même, s'était creusé, m'avait nourri lorsque j'étais si loin, plongé dans le monde de l'information et de l'image? Toutes ces années où j'avais voyagé, je m'étais divertie, j'avais aimé, j'avais vécu avec l'éducation de l'oubli dans des espaces parallèles et divergents. Peut-être était-ce le moment d'entrer dans l'ordre d'une syntaxe, de la transformer en une réponse à une réputation, une négation, une nostalgie, une attente, en composant pour cela une autre temporalité pour la parole, et comme une phrase composée en rêve qui ressurgit devant la table, qui grandit, qui résiste, la langue devait se souvenir de ce qu'il avait déserté. Continue là, ou c'est la fin? Je devais à nouveau regarder le paysage, ramener le fil mental à son point d'origine, examiner ses parties et ses détails, les couleurs, les nuances, les formes, l'atmosphère psychique, l'emboîtement de tout cela, l'encadrement particulièrement rigide. Je devais retrouver comme en un moment familier mais insaisissable le foyer instable, vivant, vacillant sans cesse, vers lequel se dirigeaient les époques dispersées, contraires, peut-être incompatibles, avec leur rythme irrégulier et autour desquels s'était involontairement organisée la totalité. Il fallait désormais décider, peut-être seulement délimiter ce qui restait invisible, ce point de fuite explosif, j'allais dire ce gouffre où hommes et femmes, adultes et adolescents, sourires et ardeurs, jouissances et crimes, racontables et impensables, tous les débris d'une humanité ancestrale, irréconciliable, se déchirant mutuellement, enlacés mais s'excluant soudain les uns les autres, intimes de façon inavouable, s'aimer, devenaient complices. Ouais, moi, j'ai envie de dire quelque chose là, parce que c'est un passage vraiment en effet programmatique. Et ce qui se dit aussi, bah, c'est comme, voilà, il y a un brasier à aller retrouver qui va permettre de composer une totalité qui a quelque chose à voir avec de l'amour, en fait. Le mot est prononcé à la fin de ce passage. C'est le seul endroit où le mot Oui. est prononcé. Non,
Il y a l'amourette avec Ah oui, Aziz. avec Aziz. Avec- C'est l'amour. Ça, c'est Nanon et avec Ouais. Aziz. Il Il me Avec son semble que le curé. mot, c'est pas seulement amourette, il y a les deux mots. Oui, Donc, tu vérifieras. Oui, 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 oui. Mais ce que je trouve très beau, c'est que ce passage, cette espèce d'eureka programmatique, euh, il vient peu après que le narrateur se soit senti presque noyé. Euh, euh, et en fait, lui-même boiteux. Il est devenu lui aussi boiteux. Euh, J'hésitais, je boitais, j'avais perdu tout appui, toute proximité, sens des mots, insensible. Je pouvais comprendre, même s'il n'y avait rien à comprendre, comment était-il possible de concevoir toute cette dévastation. Donc il y a cette espèce de noyade dans l'incompréhensible, cette claudication qui va faire tomber, et puis ce moment où on peut ressaisir peut-être une totalité qui a quelque chose à voir avec l'amour. Et tout ça, bien sûr, a été possible parce que Nano a prononcé son là-haut, viens là-haut à répétition, et ces mots-là viennent juste avant ce passage-là. Et elle était tombée avec un rythme bancal, inégal. En fait, c'est la mort la mort de Nano après, enfin, la vie de Nano après sa mort. Elle est retombée, cette fois elle est morte, on l'a enterrée, mais elle continue d'être là, elle appelle le personnage du narrateur hein, à son rythme à elle, comme s'il fallait toujours la relever, éternellement la relever. Et tu parles d'un rite qui commence, d'ailleurs c'est un passage assez mystérieux pour moi, ce rite-là qui commence, mais peut-être cette eureka de la tâche d'écriture. Et ce qui me semble aussi important, c'est que ça c'est le 5e chapitre, c'est pas tout à fait le dernier. Il y a un 6e chapitre qui est tout court et qui fait réapparaître à nouveau à la toute fin avec à nouveau cette manière de Nano, qu'avait Nano de parler, la syllabe, la diphtongue. Il est dit à un moment qu'elle ralentit l'élocution des langues, qu'elle altère les consonnes. C'est dans un autre passage, ça c'est aussi très important pour la traductrice. Et on entend, je lis, on entend là-haut, cette fois c'est vraiment le murmure là-haut, intime, maternel, si maternel avec cette odeur corporelle, viens mon garçon. Mais il y a un autre nom encore, donc il y a à la fois mouche, là-haut, il y a aussi le mot oust, qui est un autre mot qui signifie presque un mot un peu informe, parce que c'est une espèce d'initiatrice à la limite de l'animalité, à la limite de l'humain, Nano. C'est ça qui est très beau, en fait, aussi chez elle. Il y a une espèce de brutalité en même temps qu'une très grande tendresse. Et il y a un autre mot qui vient à la toute fin, qui est en fait le dernier, qui n'est pas un mot de Nano, mais qui est le mot du mari qui a dit à sa femme, Partez. partez, partez, prenez les enfants et partez. C'est dit beaucoup plus tôt dans le récit, hein, et c'est la fuite évidemment avec il y a toute une école du départ. Le mari dit, en dialecte, il dit, le mari dit, c'est le moment critique où il faut que les enfants, parce qu'elle a 2 enfants, et il faut que les enfants, qu'elle emmène les enfants. À ce moment-là, après, alors qu'elle a assisté à des événements très tragiques, et même elle a risqué sa vie. Il y a à un moment donné, ce mari, dont dans la pièce, il y a la photo qu'elle avait découpée d'un journal. Son mari s'appelle Haji, je ne sais pas quoi. Et donc, il y a, à ce moment-là, il dit Kecek. Kecek, c'est la forme dialectale de Kecek. Alors, évidemment, du récit à la conclusion, il y a un changement de registre et de langue aussi. Parce que Kecek, si j'écrivais Kecek à la fin, beaucoup de gens n'auraient pas compris du tout de lecteur. Donc, il y a la présence, non pas massive, mais diffuse du dialecte mouche, qui fait que seul, ça ne passe pas nécessairement en traduction, parce que les conjugaisons, les déclinaisons, les sonorités, les voyelles, parce que dans le dialecte mouche, il y a des diphtongues du genre de Lao que l'Arménie occidentale ne possède pas.
Et donc, ce genre de choses ne passe pas la traduction. Donc, il faut faire son deuil de cette dimension, je dirais, musicale de la langue, pour moi essentielle. Car si un texte ne vous n'emporte pas le lecteur avec je dirais, son côté incantatoire, c'est-à-dire les phrases qui vous emportent, et peu importe où vous allez, eh bien, à ce moment-là, ça devient du roman. Ou contre le roman. Vous comprenez? Je suis contre le roman. Le roman transforme la langue en moyen de communication. Autrement, vous dites, c'est une information. Alors, c'est très bien, au fond, mais ce n'est pas le genre de choses que je poursuis. Il est dit aussi à propos de ce mot là-haut, un mot bon comme une prière d'enfant, peut-être étrange, peut-être exotique, étranger à la mesure de l'exotisme, intime, etc., etc. Un mot qui se forme et qui se détruit en même temps, un mot qui palpite, je résume, comme un cœur et qui contient la vie, renforcé, je crois que c'est là, renforcé par l'écho d'un amphithéâtre intérieur. Donc, vous voyez, on est passé de l'amphithéâtre de la Sorbonne au début du récit, dans ce théâtre, cet amphithéâtre intérieur qui fait résonner le mot là-haut comme un mot de vie, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé par la plus extrême catastrophe, et c'est de la vie qu'on nous parle, cette vie quand même que les 68 arbres voulaient, et pas seulement la survie. Je ne sais pas, c'est autre chose, une autre vie, bien Non, sûr. il faut, enfin, d'après à mon avis, il faut que dans un texte, tout tienne. C'est-à-dire que vous en pouvez employer. D'ailleurs, ça commence par le thème du feu. Le thème du feu est essentiel. Il faut qu'on l'épuise jusqu'au bout. Et donc, il apparaît d'une manière périodique, à des moments tout à fait inattendus. Alors, ça se conjugue à d'autres thèmes, jusqu'à brûler Manon. Il y a ainsi d'autres thèmes ou d'autres images qui apparaissent une première fois. C'est un peu comme mon utilisation du nom des personnages. Je cite un personnage, ben, il disparaît pendant des pages et des pages, et puis tout à coup, il apparaît avec tout le personnage, avec toute sa splendeur. Je fais aussi dans la série d'ouvrages, dans la toute dernière, dans la danse, il y a un personnage du peintre en bâtiment, qui était en fait un peintre qui a échoué dans sa carrière de peintre. Il est devenu un peintre en bâtiment. Il s'appelle Oxen. Or, la première fois, Oxen était apparu, si je me trompe, dans l'image. Oui, Dans l'image. Il était apparu d'une manière tout à fait épisodique. Il n'avait pas joué. Simplement, il apparaissait pour lui, pour le narrateur, comme le personnage qui fait de la peinture, comme s'il pouvait être initié à la peinture grâce à Oxen. On ne parle pas autrement. Au bout de 3000 pages, avant Oxen réapparaît. Et évidemment, avec d'autres couleurs et d'autres, euh, accompagné d'autres personnages. En plus, je ne lui donne que 2 chapitres. Il n'a pas comment dirais-je, des passages. D'ailleurs, la scène dure à peine 20 minutes. Donc, il n'a pas beaucoup de temps à se développer. Un personnage doit se développer en un laps de temps relativement court. Et les thèmes comme ça peuvent s'enchaîner. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans l'une des versions de ce texte, les chapitres avaient des intitulés du genre Prélude, thème 1, thème 2, variation, fugue. C'est-à-dire, c'était des indications musicales. Et finalement, j'ai enlevé. Euh, Parce que je trouvais que quand la littérature se réfère à d'autres formes d'art, elle perd un peu de sa spécificité. Et puis, de toute façon, c'est analogique.
une fugue musicale de Bach et une fugue que toi tu aurais écrit, bah, il n'y a pas de comparaison. J'avais essayé ce genre de choses dans l'ouvrage que vous avez cité dans euh, Topographie pour une ville détruite, dans laquelle justement j'avais utilisé euh, des accords, comme des accords musicaux, et puis la fugue. C'est-à-dire le texte se termine en conjuguant plusieurs thèmes sous la même page. Et évidemment, dans un poème, c'est faisable. Il faut évidemment travailler pour obtenir un résultat probant et acceptable, mais en prose, c'est particulièrement difficile. Et d'autant plus que souvent, le lecteur de la prose s'attend à ce qu'on lui raconte des histoires. Et dis-moi, le dernier mot partait aussi, c'est un peu une invitation à la fuite au départ. À la flûte. À la fuite. Oui, tu Oui. mets le mot en lumière, en gloire à la fin, à ce mot qui est vraiment le mot C'est le de flûte. pour la Ah suite. oui, La flûte. alors, la flûte, c'est... Non, la flûte, flûte. Baril. la fuite. Mm. Parfait. Parce que tu vas partir aussi, le narrateur, il part. Dans Il quitte Beyrouth. à la fin de la séance, quand on éteint les lumières et que la foule s'en va, il s'enfuit. Mais évidemment, il y a le passage qu'on a lu dans cette fuite. La fuite est ambiguë. D'abord, il veut s'en débarrasser. C'est-à-dire, il a assez de ce discours institutionnel et il va faire autre chose. Et d'ailleurs, le programme, c'est ainsi que le texte programmatique apparaît à ce moment-là. Il finit par découvrir son chemin. D'une certaine manière, au fond, participer à ce colloque lui a été une bonne leçon pour ne pas la répéter, pour ne pas répéter et pour faire autre chose que ce ne faisaient les gens, enfin les personnes participant au colloque. Si peut-être qu'on peut, vous voulez peut-être intervenir. On a encore une dizaine de minutes. On a beaucoup parlé. On n'a pas de micro pour la salle, donc. Oh, ça s'entend. Là, puis là. Qu'est-ce qu'on fait avec le micro alors? Tant pis, Ouais, je sens. J'ai quelques questions. Pas de compte. Fort. Un peu plus fort que Et ça, comme, je parle. qu'est-ce que non sous la langue? Qu'est-ce que le nom sous la langue? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors simplement, je peux ajouter quelque chose. Une langue est vivante quand il lui manque un mot ou des mots. Une langue morte, dans la langue morte, il n'y a pas de mots manquants. Tous les mots y sont. Tu vois? Et donc, quand il y a un mot manquant, d'ailleurs, j'ai même écrit un texte sur Shamash Missakin qui s'appelle Baxter Park, n'est-ce pas? Le mot manque, eh ben, la langue est vivante, puisqu'on est obligé, on est incité à créer d'autres mots, à faire du néologisme, et donc de créer une langue morte. T'as pas de, euh, dans une langue morte, on ne cherche pas on n'invente pas de mots. On n'a pas besoin d'inventer puisque les mots sont là. Je voudrais vous demander si c'est possible souvenir avec les gens, de parler sur les choses intraduisibles dans le travail. Donc, parce que Il faut parler plus fort, je crois qu'on oui. entend Les très mal. intraduisibles, donc il faudrait que Sonia parle des intraduisibles dans le. Comment d'être quelque chose de créatif comme le corps vient. Je sais
Est-ce qu'on peut parler de mots intraduisibles, Christophe? Des mots intraduisibles? Ah, évidemment. Non, Vous mais savez- parce qu'il y a évidemment ce qu'a dit. Non, non, mais non. Quand on entre, quand je suis avec Sonia, tout doit être traduisible. Je veux dire que le français, tout doit être traduisible. Mais on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Et donc, sur là-haut, par exemple, on en a discuté longtemps, et même d'ailleurs pour le titre, on en a discuté, parce qu'en Unoles Vista, que le nom sous la langue, parce qu'en arménien, sous la langue, c'est pas au bout de la langue. Oui, et le problème, c'est qu'il y avait une confrontation avec c'est pas- l'expression française et une expression Alors, qui. en arménien, nous disons les Vistagene, c'est sous ma langue. Mais en arménien, les ou a les deux sens, langue et langage. En français aussi. Mais le français possède le langage que l'arménien ne possède pas. En arménien, c'est comme un allemand, un peu en allemand, où il n'y a pas deux mots pour désigner langage et langue. Il y a donc un seul mot, c'est l'organe de la parole, qui en même temps désigne la langue en général. Et donc il y a, alors, oui, il y a des mots intraduisibles, mais je crois que ce qui n'est pas traduisible parfois, par exemple, c'est l'ordre des mots. Dans ce texte, moi, je vais essayer de faire des phrases longues, ininterrompues. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ponctuation. D'un chapitre à l'autre, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de point. Alors, le seul point utilisé, c'est dans la lettre de Vartan, qui est d'ailleurs une citation. Donc, j'ai respecté même son absence de ponctuation à un moment donné. Je ne suis pas intervenu à ce niveau-là. Mais il y a ce genre, par exemple, un Arménien possède des cas, notamment le neutre. Par exemple, en arménien, il n'y a ni féminin ni masculin. Autrement dit, accord d'adjectif avec le nom, ça n'existe pas. Ce qui veut dire un adjectif, vous pouvez l'employer comme un adverbe, il suffit de le déplacer. C'est dire que on est beaucoup plus libre, si vous voulez, par rapport au français. Et évidemment, en France, quand on traduit en français, on est obligé de respecter la phrase française. Et alors que, par exemple, dans la phrase, pour moi, il y a des mots pivots qui permettent à un moment donné d'aller ailleurs. Or, ce mot pivot c'est un mot pivot. Il joue un rôle essentiel dans la phrase, mais en français, on est obligé de déplacer ce mot. Et à ce moment-là, tout est bousculé, tout change. C'est pourquoi la traduction a sa propre logique, le texte a sa propre logique, et on ne peut pas s'attendre d'une traduction Qu'est-ce qu'on dit, Sonia? C'est-à-dire qu'il y a de l'intraduisible, dans certains mots, évidemment, comme les mots des dialectes, dont j'ai déjà parlé en disant que on ne peut pas rendre un dialecte arménien par un dialecte français, c'est complètement aberrant. Ça n'a pas les mêmes connotations, ça n'a pas du tout la même force, donc ça, c'est un problème. Ensuite, par exemple, toutes les expressions idiomatiques, ben, elles sont pas traduisibles, elles ne veulent rien dire. Donc, en l'occurrence, il faut trouver des équivalences, il faut bricoler, il faut se débrouiller, il faut donner la priorité au sens en gardant la connotation d'une expression idiomatique. Est-ce qu'elle est culinaire? Est-ce qu'elle est sexuelle? Est-ce qu'elle est scatologique? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, on peut toujours se débrouiller. Voilà. Tout doit être traduisible pour moi, à mon avis. Maintenant, hein, c'est pas inventer des mots, inventer. mais comme dans certains livres. En arménien, on peut. En français, en principe, on ne peut pas. Bon, je crois que j'en ai inventé quelques-uns, mais il est à vous de les découvrir. Mais l'arménien
en cette matière est plus flexible. Ah On oui. peut inventer plein de mots. Comme en allemand. Mais ça pose quand même un problème, puisque d'abord, ces mots-là ne se trouvent pas dans les dictionnaires. Dans la plupart de nos dictionnaires sont en fait des lexiques et ils ne répertorient pas la littérature moderne. Le dernier dictionnaire de la langue occidentale, ça doit remonter dans les années 50. Ah oui. Sinon, Ah, c'est nul. même en 70 Il y a peut-être. 92, mais en fait, ils reprennent des Oui, reprennent on des reprend, anciens, on reprend le même fond, ce qui fait que beaucoup de mots nouveaux ne sont pas répertoriés. Alors, quant à répertorier les mots, disons, utilisés par un écrivain, il n'en est peut-être pas question. C'est pourquoi souvent, j'ai l'impression parfois de néologiser. En réalité, un jour, je trouve que le mot existe. Et d'ailleurs, quand vous néologisez en arménien, quand c'est bien fait, vous sentez que ça existe déjà. C'est pas un nouveau, il est là. Mais il faut aussi, j'ai écrit là-dessus quelque chose, un long texte en français qui est paru dans la revue de la bibliothèque Noubar concernant le néologisme, Ah bon? qui joue un rôle absolument essentiel en diaspora et dans la diaspora française, qui est le néologisé. En gros, c'est une manière d'avoir accès au monde qui entoure, de résister. Pour une langue, ça permet de résister à, justement au manque des mots. Et c'est ainsi que je pense que quand on écrit, enfin quand j'écris, je n'ai pas nécessairement l'impression que je néologise, parce que le texte demande telle ou telle chose. En revanche, par exemple, la connaissance des dialectes, parfois, c'est fondamental, dans la mesure où il y a des tournures idiomatiques qu'on ne trouve pas dans la langue standard. La langue standard a tout éradiqué ce côté spécifique, d'autant plus que très souvent, certaines tournures ou des formes de la langue sont considérées comme turquisants, arabisants, autrement dit, sont rejetées d'emblée par les puristes. Or, ce genre de choses, pour moi, ça n'existait pas. Tu dis que Nano persifle le parler orthodoxe d'Arevik, par exemple. Pardon? Oui, Elle persifle le parler orthodoxe d'Arevik. elle se moque. Nano. Elle se moque. Elle se moque, oui, oui, elle se moque. Elle se moque, mais parce qu'elle a une certaine perception, parce que j'ai beaucoup vu, même entendu des rescapés qui parlaient leur dialecte, ils ont leur propre manière de penser l'occidental, qui leur apparaît comme une langue savante, un peu guindée, à la manière du style de Constantinople. L'arménien occidental. Oui, oui. Oui. Oui, il faut le dire. L'arménien occidental apparaît parfois même un peu théâtral, maniéré. Et Oui, mais Nicole, est-ce que historiquement, c'est pas parce que c'est considéré comme la langue comme ici, c'est la langue de Paris et là-bas, la langue de la capitale? Est-ce que c'est pas la langue de Bolis? bah, la langue oui, c'était une manière. C'est un peu aussi ce qui crée les antagonismes. L'opposition entre capitale et province, oui, existe, hein, mais dans la capitale, on enseignait le bon arménien, avec les conjugaisons, les déclinaisons bien déterminées, etc. Ce qui ne peut pas du tout dire que la presse de l'époque reflète ce point de vue, ce purisme. Pas du tout. La presse continue à sa manière. La presse arménienne de Constantinople a une langue extrêmement mélangée, avec beaucoup de français, peut-être peu de turc, mais beaucoup de mots français. Enfin, dès le départ, j'ai commencé à écrire tout ça en mettant de côté les préoccupations puristes. Évidemment, Oui, quand vous écrivez un article ou un poème, on ne peut pas faire comme ça.
C'est-à-dire que quand vous écrivez un article, par exemple, sur tel ou tel écrivain, vous êtes obligé d'écrire dans la langue standard, forcément. Mais quand vous écrivez en récit, évidemment, c'est différent. Mais dans le même passage, par exemple, j'emploie deux mots, le mot sail pour le chariot, sail, et puis araba. Araba, c'est arabo-moyen-oriental, sail, c'est purement euh, arménien. Et la présence du kurde? La présence du kurde apparaît dans le dialecte mouche. Ouais. Dans le dialecte mouche. Et moi, j'ai du mal à faire la différence. Je ne connais pas le kurde. C'est la raison pour laquelle je ne mets elle pour Nano, le kurde, apparemment, ils étaient tellement proches les unes des autres qu'ils ne pouvaient pas faire la différence. Catherine, je me permets juste une petite remarque sur le kurde, monsieur kurde. Là-haut, en kurde est utilisé dans les personnes kurdes. Ah, Ah oui. La mère et le garçon. Et là-haut, c'est fils Là-haut. et garçon. C'est le même là. mot en kurde. Et ça veut dire la même chose. Oui. Le petit garçon, mon Oui. petit, Mon petit. Oui, donc c'est tout à fait la même chose. La berceuse apparaît à la fin très, très clairement aussi. Très bien. Bon, ben, on a travaillé, hein, c'est bien. Non Le rapport de l'histoire du